Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour est consacré à Madagascar. Brice Nzamba, maître Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris, m'a rejoint pour cette troisième partie. Monsieur Mabanzafi, vous disiez dans la deuxième partie que les tensions constatées depuis avril 2018 venaient du fait de la non-application d'une certaine feuille de route qui aurait eu entre le président sortant. Vous avez confondu ce que j'ai dit. Allez-y très rapidement, expliquez-nous davantage puisque Adrien Silla va vous répondre. Le mouvement populaire du 21 avril est dû au non-respect des droits des députés qui siègent auprès de l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi concrètement? Ça voudrait dire qu'ils votent quelque chose par exemple et la majorité ne respecte pas ce qui a été voté. Ils ne pouvaient plus s'exprimer démocratiquement. Donc, ils ont dit, on va essayer d'aller dans la rue en faisant des comptes rendus à ceux qui nous ont votés. Expliquant au peuple, c'est un droit dans la Constitution malgache d'aller expliquer au peuple ce que vous avez fait au sein du Parlement. C'était une sorte d'alerte que vous adressiez au peuple. Hein. Voilà, ils sont allés voir, respecter. Et ça aussi, au départ, on les a empêchés le malheureux problème du mois d'avril où il y avait un mort. Alors, je reviens sur la particularité, justement, qui pour moi est fondamentale et que je tiens à faire relever dans cette émission, c'est le fait d'avoir balisé dans votre Constitution la disposition qui veut que le président démissionne à 60 jours de la présidentielle. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est ce que vous nous expliquez, c'est comment se fait-il que l'opposition s'est déplacée du Parlement, mais dans la rue, notamment à quelques mois de la présidentielle. Qu'est-ce qui véritablement était reproché au président qui était en fonction à l'époque et qui vient de démissionner? Sans refaire l'histoire. Sans refaire l'histoire, et pour reprendre un peu le fil de ce qui avait été discuté tout à l'heure, qui avait été coupé, c'est à partir du moment où le président Radzonarmapian avait été élu, il y a eu une certaine rancœur qui... Oui, comme toujours, comme tout ce qui n'est pas nouveau, parce que on est d'accord. Il s'est émancipé de celui qui était son président à l'époque où il était ministre. Oui, ministre des Finances, Jean Joël. Voilà, tout à fait. Et alors que M. Radzouel lui-même espérait que le fait d'avoir soutenu Radzonarmapian en 2013, lui permettrait au moins d'être à nouveau Premier ministre, faire un coup à la Poutine, si vous voulez, faire une inversion des rôles et de pouvoir rester à la direction du pays. Ce que le président n'a pas accepté, schéma dans lequel il n'est pas rentré. Ce schéma dans lequel il n'est pas rentré. D'accord, c'est ça qui justifiait, effectivement. Mais d'où venait ce pouvoir de mobilisation? C'est ce fort pouvoir de mobilisation qui faisait descendre au claquement du doigt dans la rue des milliers de Malgaches. En 2014, on est rentré dans une situation assez particulière. Le président Radzonarmapian ne vient pas d'un parti. Il ne vient pas d'un parti, alors que le MAPAR de André Radzouel était déjà en place, entre autres. Il n'avait pas de parti à l'origine. Et il faut savoir que l'élection présidentielle et les élections législatives se sont tenues en même temps. Donc, lorsque Radzonarmapian a été élu, les députés ont aussi été élus. Et lors de l'élection législative, en fait, une majorité était composée notamment du MAPAR, d'André Radzouel, et qui revendiquait donc le fait de pouvoir disposer de la nomination en fait, du Premier ministre. De toute façon, sans trop refaire l'histoire, on ne va plus revenir sur les querelles passées. Ce qui compte maintenant, c'est la présidentielle du 7 novembre. Alors, il y a deux plateformes de la société civile malgache qui pensent que la société civile, les citoyens dans leur ensemble, doivent jouer un rôle important en ce qui concerne la transparence du scrutin. Et à cet effet, 6050 observateurs indépendants sont déjà mobilisés. Nous allons, avant de parler de leur utilité, de l'impact qu'ils peuvent avoir, de l'influence qu'ils peuvent avoir sur le processus électoral, nous allons donc écouter un journaliste qui a été membre de la commission électorale. Je ne vais pas me risquer à prononcer son nom. On l'écoute et on en parle après. Les 6000 observateurs sont ici de sociétés civiles et des observations des élections à Madagascar et qui se regroupent dans une plateforme dénommée ROUI
et aussi une autre qui vient d'être mise en place, Safidi. Mais ces observateurs serviront en quelque sorte de gage de garantie. Il y a donc une mobilisation, c'est en quelque sorte un acte de communication, d'information, afin que tous les citoyens soient au courant du processus et pour que les élections se déroulent sans problème le jour du 7 novembre. Voilà, c'était donc James Ramaro Saoma, il est journaliste, il a été membre de la commission électorale dans votre pays. Brice Mzamba, 6050 observateurs indépendants, issus de la société civile, qui se mobilisent parce qu'ils disent le scrutin prochain doit être transparent et nous voulons avoir notre droit de regard sur le scrutin qui va s'organiser dans notre pays. Encore une innovation malgache. Oui, ça il faut le dire. Bon, il faut dire que partout en Afrique, il y a toujours des observateurs, souvent internationaux, comme on nous dit. Ils viennent des organisations occidentales, etc. Mais là, comme on l'avait dit tantôt, c'est-à-dire que le respect de la disposition constitutionnelle exigeant que le président démissionne est une bonne chose, mais encore faut-il que cette volonté d'assurer la sincérité du scrutin se vérifie tout le long du processus électoral. Donc là, il faut saluer cette initiative de la société civile malgache qui se donne les moyens et qui souhaite et qui veut à tout prix participer à cette sincérité. Mais après, il faut garder les mesures. Hein, il faut dire quelle est leur marge de manœuvre. C'est ça. Parce que j'imagine qu'ils vont certainement être dans des bureaux de vote. Ils vont certainement veiller à ce que les résultats qui sont récoltés dans chaque bureau soient sincères et soient véritables. Et soient conformes à ce qui transmis aux commissions électorales. Exactement. Et c'est ça, c'est-à-dire que le problème, c'est que la question qui se pose, c'est quelle est la force pratique et concrète de ces observateurs. Est-ce que c'est des acteurs, est-ce que c'est des sujets de droit constitutionnel ou des sujets de droit au regard de la loi électorale, dans le sens où ils peuvent saisir le Conseil constitutionnel des irrégularités. La question qui se poserait, à mon sens, serait plutôt celle-là. Alors, au cas où ce n'est pas le cas, ces observateurs n'auront pas d'autre choix que de travailler en intelligence avec les potentiels candidats qui pourraient, à raison j'espère, ou à tort, prétendre à des irrégularités. Donc en ce moment-là, je pense que c'est plutôt un rôle de veilleur. Et c'est une bonne chose, parce que c'est toujours bien d'avoir des gens qui veillent à la régularité. La veille citoyenne. Pour ainsi dire, Raman Banzafi, M. Raman Banzafi, dites-nous, ils ne sont pas représentants de partis politiques, on l'a dit, ce sont des gens qui sont réputés et censés être neutres. Comment s'imaginer de façon concrète leur participation à ce processus électoral? J'imagine que l'initiative vous satisfait. Quelle peut être leur influence véritable? Je vais vous répondre, mais comme c'est un débat contradictoire, donc je voudrais juste dire en 2 mots. M. André Niri Naradjouel n'a jamais voulu être président de M. Air National Mapian. Par contre, il estimait, Premier ministre de M. Air National Mapian, par contre, il estimait que le programme qui a été défini, parce qu'autrement il ne l'aurait jamais soutenu, allait être appliqué. Ça, c'est ma version à moi. Ceci étant, je vais revenir à votre candidature. On peut vous répondre, M. Raman Banzafi, parce que vous avez dit tout à l'heure que le président Ren Rajouari Mampia n'a pas fait reculer la pauvreté dans votre pays, mais il est arrivé à trouver 92% de taux de pauvreté après votre président. Mais je vous le dis aussi que Madagascar était isolé internationalement pendant 5 ans. On est d'accord. Donc, sur la question pratique maintenant des observateurs indépendants. Sur la pratique des observateurs indépendants, c'est une très bonne chose pour la Grande Île. Moi, je suis très heureux parce que pour la première fois, les élections vont être observées, scrutées en temps réel. Y compris, non seulement, puisque vous avez déjà parlé des nombres des observateurs, mais les gens qui rentrent dans l'organisation et l'observation. L'OIF, Organisation internationale de la francophonie, la PNUD,
qui y est, l'Union africaine qui y est, plus tout ça là, plus le comité électoral national indépendant malgache qui a prouvé jusqu'à maintenant qu'ils font quand même du bon travail. Effectivement, c'est ça qu'il faut souligner. Hein. Il n'y a pas rupture de confiance entre les acteurs institutionnels et ces observateurs indépendants. Il y a une espèce de communion et d'osmose quant à l'objectif de transparence, n'est-ce pas? Tout le monde veut la démocratie. Tout le monde veut la démocratie. Vous savez qu'à Madagascar, par exemple, je vais en parler un tout petit peu, il y a des gens qui ont essayé de stopper ce processus démocratique jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas réussi. Pourquoi, monsieur Tombé? Pourquoi Adrien Silla, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, le dernier mot, on reviendra à la Cour constitutionnelle, à la Haute Cour constitutionnelle et à la Commission électorale indépendante. Comment peut-on s'imaginer l'influence de ces observateurs indépendants sur ces organisations, ces acteurs classiques? Vous avez utilisé le terme de veilleurs tout à l'heure. Ce sont des veilleurs. Il ne faut pas oublier qu'il y aura 25 000 bureaux de vote durant ces élections. C'est-à-dire 5 000 à peu près de plus que lors des élections de 2013. Il y a 25 000 bureaux de vote, donc on parle d'à peu près 6 000 observateurs indépendants. Il y a à peu près 120 observateurs venant de l'Union européenne, plus les autres nationaux venant des autres partis qui seront là. Ce seront des gens qui seront là comme veilleurs. Il faut savoir qu'à Madagascar... Donc, incontestablement, ça va impacter positivement les acteurs classiques. Bien entendu, c'est une jeune démocratie qu'on a. On essaie d'appliquer, on essaie de faire mieux que tout le monde, on essaie de faire différemment, ce qui est à la fois une bonne chose et aussi une mauvaise chose, parce qu'on peut les appliquer vraiment de manière aléatoire. Brice Nzamba, malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Là aussi, on peut espérer que ça fasse école sur le continent. J'espère. En tout cas, j'espère. Mais en toute chose, c'est toujours la volonté politique et la bonne volonté politique. Il faut dire qu'à Madagascar, il y a de la bonne volonté politique. Alors, est-ce que dans d'autres États africains, ce que moi j'espère, c'est qu'ils vont apprendre de cette bonne volonté et puis faire jouer les institutions et faire avancer la démocratie et le pays, puisqu'il n'y a que le pays qui sort gagnant de l'application de l'état de droit. Voilà, l'application de l'état de droit qui a commencé à être... C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politiciens à votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politiciens. Merci à vous.